Imaginez que vous vous réveillez un matin normal et que vous découvrez que votre vie s'est transformée en le pire cauchemar que vous puissiez imaginer. C'est la réalité qu'a vécue une famille de l'Arkansas en 2012, lorsque l'impensable s'est produit dans une petite ville qui semblait sûre et paisible. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une fiction. C'est un cas réel qui a choqué une communauté entière et a montré comment le mal peut se cacher là où on s'y attend le moins. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer la cloche pour ne manquer aucun de nos cas les plus marquants. Notre histoire commence en décembre 2011, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis. Une fillette de 6 ans nommée Jersey Bridgem vivait un véritable enfer. Ses parents, David et Desiree, s'étaient séparés, mais partageaient la garde de l'enfant. Chez sa mère, tout semblait normal et accueillant. Cependant, lorsque Jersey se rendit chez son père, il entrait dans un environnement complètement différent et effrayant. David et sa nouvelle épouse Jana ont traité le petit Jersey de manière inhumaine. L'enfant était forcé de dormir sur le sol, attaché avec une ceinture à une commode, simplement parce qu'il avait eu le courage de se lever pendant la nuit pour chercher de la nourriture. Lorsque la police est arrivée au domicile après avoir reçu une information, elle a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Jersey avait été vu attaché à une chaîne en métal, semblable à celle utilisée sur les chiens, reliée aux meubles de la maison. Le récit de la jeune fille au spécialiste de la garde d'enfants était dévastateur. Elle a décrit des scènes d'abus si brutales qu'elles ont laissé sous choc même les enquêteurs les plus expérimentés. David a justifié ses actes en disant qu'il soupçonnait que sa fille était somnambule et qu'il devait l'empêcher de s'amuser là où elle ne devrait pas. Au chômage, il a prétendu qu'il n'avait pas d'argent pour acheter une barrière pour enfants, alors il a improvisé en coupant une ceinture et en l'attachant autour de la cheville de la fille. Lorsqu'elle s'est réussie à se libérer, il a ajouté un cadenas. Lorsque Jersey s'est plaint que la ceinture lui faisait mal à la jambe, il l'a simplement repositionnée autour de sa taille. À la fin de l'année 2011, David a été condamné à 18 ans de prison pour avoir permis des abus sur mineurs, une séquestration illégale et pour avoir mis en danger la vie de sa propre fille. Jana, sa complice, a été condamnée à 12 ans de prison, plus 3 ans supplémentaires, pour violation de sa probation. À partir de ce moment, Jersey a vécu exclusivement avec sa mère biologique, Desiree. En mars 2012, ils ont commencé une nouvelle vie au 608 de la rue du Sud-Est. Une nouvelle maison, un nouveau quartier, un nouveau espoir. À côté vivaient Amanda et Zachary, un jeune couple de jeunes mariés. Amanda était la meilleure amie de Desiree, ce qui rendait la situation encore plus confortable pour la famille. Jersey a commencé la maternelle à l'école élémentaire Sugar Creek. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle était décrite comme une fille douce, heureuse et pleine de lumière. Elle avait traversé tant d'épreuves et pourtant elle souriait toujours, a déclaré un ami de la famille. Jersey adorait être une grande sœur, était très protectrice et affectueuse envers la petite Lia, qui n'avait que 2 ans. Il semblait que la tempête était enfin passée. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que le véritable cauchemar était encore à venir. Ainsi, le 20 novembre 2012 à Bentonville, Arkansas, 6 jours après la fête d'anniversaire de Jersey, à 6h47 du matin, le service d'urgence 911 de Bentonville a reçu un appel. L'adresse était 608 rue du Sud-Est. L'appel signalait qu'une fillette était disparue de son domicile et que personne ne savait où elle se trouvait. Le nom de cette fillette était Jersey Bridgem. Desiree expliquait qu'elle était au travail la veille et qu'elle est arrivée à la maison vers 22h le 19 novembre. Son petit ami travaillait également, alors Jersey et sa petite sœur ont passé la nuit chez leurs voisins Zachary et Amanda, au 702. Ils gardaient les enfants quand Desiree ou son petit ami devaient travailler. Après être arrivé à la maison, Desiree est allée chercher ses filles. Zachary a ramené Jersey à la maison de sa mère, tandis que Desiree portait sa petite sœur qui n'avait que 2 ans. Les sœurs étaient placées dans le même lit pour dormir. Jersey s'est réveillée brièvement et a dit à sa mère qu'elle l'aimait jusqu'au bout de la lune, sa façon innocente d'exprimer tout son amour pour sa mère. Quand Desiree s'est réveillée le lendemain matin, elle est allée dans la chambre pour réveiller Jersey, mais elle n'était pas là, ni nulle part ailleurs dans la maison. Desiree appelait sa mère, Vic, et lui expliquait qu'elle ne trouvait Jersey nulle part. La grand-mère lui a demandé si elle avait regardé aux endroits habituels, comme sous le lit ou intérieur d'un clapoir. Desiree regarda, mais la fille n'était pas enclavée. À ce moment, ils ont décidé qu'il serait préférable d'appeler les services d'urgence. Avant d'appeler, Desiree a regardé par la fenêtre et a vu Amanda, assise sur le porche. Amanda a dit également qu'elle n'avait pas vu Jersey. La police n'a pas perdu le temps d'arriver à la maison. Lorsqu'un enfant est signalé disparu, chaque seconde compte. Ils ne savaient pas à quel moment de la nuit ou du matin Jersey avait disparu, donc la recherche est devenue une priorité absolue. La maison Bridgem a été recherchée, tout comme la maison Holly voisine, mais Jersey n'a pas été retrouvée ni dans l'une ni dans l'autre. Il n'y avait pas non plus de signe d'effraction. Lors de la perquisition, l'agent Travis Nichols a remarqué quelque chose d'étrange. La porte arrière du numéro 704 était ouverte. Personne n'y habitait.
Lui et l'officier Mike Henson se sont rendus sur la propriété et ont regardé à l'intérieur. C'était une maison vide avec quelques détritus sur le sol. Les policiers sont entrés prudemment et en arrivant dans une des rooms, ils ont été choqués par ce qu'ils ont trouvé. Le corps d'une fillette lisait sur le sol. Ils ont quitté rapidement la propriété et ont bouclé toute la zone, s'assurant que l'endroit était scellé pour qu'un mandat de perquisition soit émis. La grand-mère de Jersey est arrivée peu de temps après et demanda à l'officier visiblement sous le choc si Jersey était là. Le policier ne pouvait pas répondre, il la regardait simplement en silence. À ce moment, la grand-mère sentit toutes ses forces s'épuiser et se mit à pleurer, car elle sentait que ça n'était pas de bonnes nouvelles. Le corps complètement dénudé de Jersey Bridgem a été retrouvé dans le placard de la chambre de la maison, à 2 maisons de là où elle vivait. Elle était sur le ventre, avec un pantalon de pyjama enroulé étroitement autour de son cou 3 fois. Le père de Désirée s'évite alors le tâche de macabre et d'identifier le corps de sa petite fille. En attendant que le mandat de perquisition soit émis, Désirée Vény a été interrogée par le caporal détective Rossé Weisman pour essayer de reconstituer la chronologie des événements. L'interview n'était pas facile car la mère de Jersey était sous choc. Le détective a alors tenté de la calmer en lui expliquant que toutes les informations étaient cruciales pour mettre le coupable derrière les barreaux le plus rapidement possible, tout en l'avertissant que son autre enfant pouvait également être en danger pendant que le criminel était libre. Désira, rassemblant ses forces, expliqua que lorsqu'elle était entrée dans la pièce à 6h38, Jersey n'y était pas, ni nulle part ailleurs sur la propriété, et que, malheureusement, c'était tout ce qu'elle savait. Alors que la rue était bloquée et que les médias commençaient à arriver, les gens n'arrivaient pas à croire ce qu'ils entendaient. Ils cherchaient désespérément des réponses. Mais les détails restaient rares. Une petite bicyclette se trouvait devant la maison où Jersey habitait, et un ballon dégonflé, décoré de princesse, se trouvait aussi proximité. Une image douloureuse de l'enfance innocente. Après que le corps de Jersey se était découvert, un ange de peluche a été placé par un ami sur la boîte aux lettres du pavillon. À l'intérieur de la maison, un grand nombre de policiers feulatraient la maison. Pour faire progresser l'enquête, Bentonville et Reine de Solistit, l'aide de Clarisse Fassasio-Michel. L'agent Liubeli Sari Peterol, l'entre de l'ami Vescon. J'étais Pkali Archtape Savig, une zone Menchpetara. Après rencontre un kib, une ich poursuit Condibas mais 3 prosécules. Selfirchpan la prend Ketera, Pivin et Jumenon voit son largazon belchip un peu au véloba. Chez Selma plan d'Ipache dans ce rendi kibi. Elle trodi de Hamer Combarbas de Valana Magastoumach Pank Alma Salmas Renongejimage. Je ne m'applante paquet, chutigimi l'estral pour vadéoué et moi vadé sokui d'Akib. La réalité pétait leur nid à allulement. Épée ne mettent son pas d'anormal, la police a son la priarchie de mon passe tranquille, elle n'en est pendit son pangrig. Non dévédi même le n'en avait marche dit pas tout elle mairie. C'est vitorien ve ma spigan mandi des lal mal dirasuli mangidi miché melmen kominev. Il a sauvé son contre Thèbes. Après des pentes pour Fegui mais massé, la caxer en son mais non des danges menultun. David démérit pas après celle qui pian sida en pas son gassimes malbi. Toute personne qui se trouvait à côté de Jersey sera enquêtée, a déclaré un capitaine de police. Il a également confirmé que le FBI était impliqué dans l'enquête, travaillant avec la police de Bentonville pour résoudre l'affaire. Plusieurs interviews furent donc gardées avec plusieurs maisons du quartier où le corps de Jersey a été retrouvé, bien qu'aucune arrestation n'ait été effectuée à ce moment. L'enquête progressait rapidement. Une des personnes interrogées fut Amanda Holly. Son histoire correspondait à celle de Désirée. Elle s'était occupée de Jersey la veille, et Jersey était rentré à la maison avec sa mère. Une autre personne interrogée fut son mari d'Amanda, Zachary. Je me rappelle que j'avais logué à l'horloge, il était 3h35. J'avais mal au ventre, je suis allé à l'Easymark pour acheter du Pepso-Bismol, l'estomac à base de bismuth, et Sandolfo. Zachary, 28 ans, vivait avec Amanda et son fils et travaillait dans un restaurant local et avait un casier judiciaire. Il avait déjà été arrêté 3 fois, une fois pour ivresse publique et 2 fois pour outrage au tribunal. Son enfance avait été difficile, sa mère souffrait de toxicomanie et lui-même était victime de terribles abus et de négligence. Zachary a déclaré qu'il s'était réveillé à 3h35 du matin, avec des maux d'estomac et qu'il s'était rendu à Easymart pour acheter du Pepto-Bismol. Les images des caméras de sécurité ont confirmé cette version, selon la police. Après être rentré chez lui, il a dit qu'il s'était endormi. Il a affirmé s'être réveillé à 6h30 pour préparer son beau-fils de 4 ans pour l'école. 10 minutes plus tard, Désirée a dit à Amanda qu'elle ne trouvait Jersey nulle part. Après avoir échoué à localiser Jersey, Désirée a appelé le 911, mais était tellement secouée qu'elle a dû passer le téléphone à Amanda parce qu'elle ne pouvait pas parler. Ensuite, Désirée s'est rendue à Easymart, le même Easymart où Zachary s'était rendu quelques heures plus tôt pour chercher sa fille disparue. Zachary a nié toute implication et a coopéré à l'enquête. Il a remis les vêtements qu'il portait la nuit précédente et a fourni un échantillon de son ADN à la police. Les autorités ont également confirmé que le petit ami de Désirée, Brandon, travaillait cette nuit-là.
À mesure que la matinée avançait, un mandat a été émis et la police a commencé à perquisitionner la maison numéro 704, la propriété abandonnée où le corps de Jersey avait été retrouvé. Le corps a été retiré et envoyé au laboratoire criminel de l'Arkansas. Une autopsie a été pratiquée le lendemain, mercredi 21 novembre. Après avoir échoué à localiser Jersey, Désirée a appelé le 911, mais était tellement secouée qu'elle a dû passer le téléphone à Amanda parce qu'elle ne pouvait pas parler. Ensuite, Désirée s'est rendue à Easy Mart, le même Easy Mart où Zachary s'était rendu quelques heures plus tôt pour chercher sa fille disparue. Zachary a nié toute implication et a coopéré à l'enquête. Il a remis les vêtements qu'il portait la nuit précédente et a fourni un échantillon de son ADN à la police. Les autorités ont également confirmé que le petit ami de Désirée, Brandon, travaillait à cette nuit-là. À mesure que la matinée avançait, un mandat a été émis et la police a commencé à perquisitionner la maison numéro 704, la propriété abandonnée où le corps de Jersey avait été retrouvé. Le corps a été retiré et envoyé au laboratoire criminel de l'Arkansas. Une autopsie a été pratiquée le lendemain, mercredi 21 novembre. Les détectives, alors qu'ils réfléchissaient à la version des événements de Zachary, commençaient à se demander si son voyage à Easy Mart n'était pas en fait une tentative de créer un alibi. Il a donc été convoqué à nouveau pour apporter des éclaircissements. De nouveaux mandats de perquisition ont été exécutés, un au domicile de Jersey et un autre au domicile de Zachary et d'Amanda. Zachary expliquait que lui et sa femme gardaient souvent Jersey et sa sœur jusqu'à ce que leur mère rentre du travail, ce qui était souvent et pas rare. Lorsque les résultats de l'autopsie ont été rendus publics, ils ont choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Jersey, âgée de seulement 6 ans, est mort par asphyxie. Elle présentait également des signes de maltraitance. Les scientifiques du laboratoire criminel ont travaillé sans relâche pendant les vacances de Thanksgiving pour développer un profil ADN à partir du petit échantillon trouvé le plus rapidement possible. Pendant ce temps, les détectives continuaient à interroger des gens et à recueillir des échantillons d'ADN auprès d'individus intéressant l'enquête. Le district scolaire local a déclaré qu'il finalisait un plan pour aider les élèves à faire face à leurs pertes et à aborder la mort de Jersey d'une manière appropriée pour que les enfants puissent la comprendre. Des conseillers ont été mis à disposition des étudiants et des parents, leur offrant des conseils et un soutien sur la manière de gérer ce qui s'est passé. Plus d'une centaine de personnes ont assisté à une veillée aux chandelles au Centre de défense des droits des enfants et toutes les personnes présentes étaient clairement dévastées. Beverly Engel, directrice générale du centre, a déclaré « Nous souhaitions simplement trouver un moyen de surmonter notre chagrin et la grande tristesse que ressent la communauté, ainsi que les nombreuses questions que nous nous posons tous et auxquelles nous n'avons pas de réponse. Nous avons pensé que c'était la solution idéale. » Le vendredi 23 novembre 2012, Zachary a appelé le sergent Chris Muffett pour se soumettre à un test polygraphique. Le polygraphe est utilisé pour évaluer si une personne dit la vérité. 3 jours plus tard, les résultats des tests sont arrivés et Zachary est retourné au poste de police avant de pouvoir assister aux funérailles de Jersey. En plus de résultats du polygraphe, la police disposait déjà des résultats de l'analyse ADN prélevée du corps de la jeune fille. Muni des 2 rapports, le détective informa Zachary « Les résultats du polygraphe ont révélé une tromperie, ce qui signifie que vous avez échoué au test, vous avez menti. De plus, nous avons les résultats du test ADN et ils correspondent exactement aux vôtres. » Zachary se figea et répondit immédiatement « Je jure que je ne l'ai pas fait, je n'ai rien fait. » Il essaya de maintenir son innocence, mais céda vite. « Que veux-tu savoir ? J'ai mis mon pyjama autour de son cou et je l'ai serré jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'air. » Zachary avoua et a dessiné un plan de la maison montrant où il avait laissé le corps de Jersey. C'est le couloir, ici c'est la salle de bain. C'est à ce moment-là que la stratégie policière s'est avérée cruciale. Les détails du crime avaient été gardés secrets de la presse et du public. Ces détails étaient connus seulement du véritable coupable et Zachary les connaissait. Zachary Holly a été ensuite officiellement arrêté. C'était l'homme qui avait si souvent veillé sur Jersey, l'homme qui apparaissait dans les informations à côté des enregistrements de la police, portant un bonnet à rayures bleues et une veste noire, l'homme qui niait toute implication, l'homme que Jersey appelait Uncle Zach. Une voisine, qui vivait en face de la propriété où le corps de Jersey avait été retrouvé, a rapporté plus tard que le lendemain de la découverte du corps, elle a vu Zachary pleurer pendant longtemps. Lorsque la police lui a rendu visite plus tard dans la journée, elles lui ont demandé si elle avait vu quelqu'un porter des pantalons de pyjama Mountain Dew. Elle a répondu oui, Zachary portait exactement ces pantalons ce matin-là. Les funérailles de Jersey ont été célébrées au cimetière de Bentonville. Les élèves et le personnel de son jardin d'enfants portaient des vêtements violets en son honneur. Son frère David s'est vu refuser sa demande de libération pour assister aux funérailles. Amis, famille et même policiers étaient présents pour rendre un dernier hommage au petit Jersey Bridgem, âgé de seulement 6 ans.
Le cortège funéraire a été accompagné d'une escorte spéciale, fournie par le département de police de Bentonville. Les amis de la famille ont déclaré « C'est un peu de relief. Avec le temps, ce sera plus agréable. Je pense qu'on s'en souviendra toujours quoi qu'il arrive. » La mère de Jersey Désirée a déclaré « Je vais continuer à aimer mon autre fille. Vous savez, continuer à avancer en tant que mère, continuer à avancer avec mon autre fille. » C'était comme un enterrement constant à chaque jour. Mais maintenant, nous n'avons plus à nous souvenir d'une seule mauvaise journée. Nous pouvons nous souvenir de notre bébé, des bons moments. Nous n'avons plus besoin de nous concentrer sur le cauchemar, nous devons nous concentrer sur les bons souvenirs. Jersey était une petite fille aimante, elle a traversé beaucoup d'épreuves, elle était très calme, mais elle riait toujours. Elle avait le plus grand sourire imaginable et elle montrait toujours ses dents. Elle aimait toute sa famille plus que toute autre chose. Je vais continuer à aimer mon autre fille, vous savez, continuer à avancer en tant que mère, continuer à avancer avec mon autre fille. C'était comme un enterrement constant à chaque jour. Mais maintenant, nous n'avons plus à nous souvenir d'une seule mauvaise journée. Nous pouvons nous souvenir de notre bébé, des bons moments. Nous n'avons plus besoin de nous concentrer sur le cauchemar, nous devons nous concentrer sur les bons souvenirs. Jersey était une petite fille aimante, elle a traversé beaucoup d'épreuves, mais elle riait toujours. Elle avait le plus grand sourire imaginable et elle montrait toujours ses dents. Elle aimait toute sa famille plus que toute autre chose. Un journaliste présent dans la salle d'audience a rapporté que Zachary était visiblement nerveux et tendu pendant les procédures. Un des témoins était le médecin légiste de l'État, le docteur Frank Perry. Il démontra au jury comment Jersey avait gratté le pantalon de pyjama qui était enroulé autour de son cou. Il expliqua également que les cheveux de la fille et un collier qu'elle avait fabriqué à l'école étaient entremêlés dans le tissu. Zachary tremblait dans son siège en écoutant les rapports. Le coroner a été interrogé sur la manière dont le corps réagit à l'étranglement. Il expliqua qu'une panique intense s'empare de la victime et qu'il ressent une grande douleur jusqu'à ce qu'elle finisse par s'évanouir. Des photographies du corps de Jersey et des blessures qu'elle a subies ont été ensuite montrées. Il est compréhensible que les images aient suscité des émotions très fortes dans la salle d'audience car elles étaient extrêmement choquantes et difficiles à regarder. Malgré l'impact visuel et émotionnel, les photos ont mis en évidence la gravité et la cruauté du crime. Zachary n'a pas montré d'aucune émotion lorsque les images ont été diffusées. Pendant le procès, la salle d'audience est restée dans un silence horrifié tandis que l'enregistrement de l'entretien de Zachary avec la police était diffusé. Les avocats de la défense n'ont fait venir aucun témoin et ont reconnu dans leur déclaration ouverte et fermante que leur client était responsable de tout ce qui était arrivé à Jersey Beersham. Zachary Holly a été reconnu coupable de vol résidentiel, d'enlèvement, de maltraitance et de meurtre. Le nouvel objectif de la défense était de sauver son client de la peine de mort. Dans le cas de la tentative d'éviter la peine de mort, de nombreux témoins ont été appelés par la défense, y compris un employé du département des services sociaux de Californie, où Zachary avait passé une grande partie de son enfance. La défense a cherché à démontrer que Zachary avait été maltraité et négligé lorsqu'il était enfant. Il y a eu au total 15 plaintes et inspections concernant tous les types de maltraitance et de négligence dont il avait été victime. Zachary a vécu dans 9 foyers différents et a changé d'école 23 fois, tandis que sa mère s'enfonçait de plus en plus dans la toxicomanie. L'employé du département a déclaré que le système était défaillant et que Zachary et sa famille étaient passés entre les mailles du filet. Il n'avait été sorti de la maison qu'une seule fois, et même alors, il avait été ramené peu de temps après. Elle a ajouté qu'elle estimait qu'elle et d'autres collègues du département n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Le jury s'est vu confier une tâche énorme, décider si la peine de mort serait une punition appropriée. La simple lecture des instructions au jury a pris plus d'une demi-heure. Peu de temps après, la sentence a été annoncée. Zachary Holly a été condamné à 20 ans de prison pour cambriolage résidentiel, à 2 peines de prison à perpétuité pour abus et enlèvement et à la peine de mort pour le meurtre de Jersey Beersham. La défense a ensuite demandé à chaque juré de confirmer si la décision était unanime. Un par un, tout le monde a confirmé. Après la condamnation, Zachary a pris la parole pour la première fois lors du procès. Il a déclaré, en partie, « Je m'excuse sincèrement pour la douleur et la souffrance que j'ai causées. J'espère qu'un jour vous pourrez trouver une place dans vos cœurs pour me pardonner. » Immédiatement après sa déclaration, il a été menotté et placé en garde à vue. Le chef de la police de Bentonville, John Simpson, a déclaré que les détails sur ce qui est exactement arrivé à Jersey ou ce qui a conduit la police à Zachary ne seraient pas divulgués, pas plus que les détails sur un éventuel motif. Cependant, les documents présentés par le procureur indiquaient que Zachary avait kidnappé Jersey avec l'intention de la violer. La veille de sa comparution devant le tribunal pour se voir attribuer un défenseur public, Zachary Holly a été agressé à la prison du comté où il était détenu. Un autre détenu, emprisonné pour violation de sa liberté conditionnelle, est entré dans sa cellule alors qu'il distribuait des vêtements et des serviettes. Zachary n'a pas été gravement blessé, ce qui pour beaucoup était plus que ce qu'il méritait. Comme indiqué, il a été battu ce matin, et je ne pense pas que ce sera la dernière fois, a déclaré le capitaine de la prison Chris Spark.
Cette affaire a évidemment été largement médiatisée et tous les détenus savent pourquoi il est ici. Nous ferons de notre mieux pour assurer sa sécurité, comme nous le ferions pour tout autre détenu. Alors qu'il attendait sa peine dans le couloir de la mort de la prison de haute sécurité de Warnerzen, Zachary Hawley a fait appel à sa condamnation. Il a affirmé que le juge du circuit du comté de Benton, Brad Karen, avait commis une erreur en n'informant pas le jury qu'il avait fait une offre de plaider coupable. La défense a fait valoir que cela pourrait être considéré comme une indication que Zachary avait accepté sa responsabilité, ce qui pourrait servir de circonstance atténuante et aider à éviter la peine de mort. Après examen, la Cour suprême de l'Arkansas a rejeté l'appel, jugeant les arguments peu convaincants. La décision a été perçue comme une bonne nouvelle pour le procureur du comté, Nathan Smith. Bien que les appels soient fréquents dans des cas comme celui-ci, j'espère que la décision d'aujourd'hui rend peu probable que la famille Jersey Bridgem soit soumise à un nouveau procès. Le père de Jersey, David, a ensuite donné une interview depuis la prison. Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré Zachary, mais qu'il savait qui il était. Il a déclaré qu'il était sous le choc lorsqu'il a entendu ce qui s'était passé et qu'il ne voulait pas y croire. Il a déclaré que sa fille comptait beaucoup pour lui et que son implication dans les drogues avait joué un rôle important dans les mauvais traitements qu'il lui infligeait. Il a répété qu'il n'était pas une mauvaise personne, mais qu'il avait fait des erreurs qu'il devrait garder avec lui pour le reste de sa vie. L'histoire de Jersey Bridgem est un rappel poignant de la vulnérabilité des enfants et de la cruauté indicible à laquelle certains sont confrontés. C'est vraiment dévastateur de penser à tout ce qu'il a dû souffrir et de savoir que c'était dans les mains de quelqu'un en qui elle avait confiance. Jersey méritait une chance dans la vie, méritait l'opportunité de grandir. C'est un véritable témoignage de son caractère que même face à des moments si difficiles, sa lumière ne s'était jamais éteinte et qu'elle n'avait jamais perdu son sourire. Que feriez-vous si vous soupçonniez qu'un enfant à proximité est en danger ? Sauriez-vous comment agir ? Apprenons-nous à nos enfants à reconnaître et à signaler des comportements abusifs. Et donnons-nous-leur l'espace et la sécurité nécessaires pour parler. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire avec des suggestions de nouveaux cas que vous aimeriez voir. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à faire connaître ces histoires importantes. Restez en sécurité et passez une bonne semaine.